du Mali, ce sera quelque chose à revoir. Nous disons encore, il faut que les spécificités culturelles transparaissent dans cette nouvelle constitution. J'ai dit, nous avons des internautes qui nous font parvenir des différents messages via nos différentes plateformes Facebook ou encore YouTube, notamment sur Facebook, où ils nous disent 5 ans pour un mandat, c'est trop peu. Je ne sais pas, une réaction sur ce commentaire-là. Ce qu'ils disent est vrai. Ce qu'ils disent est vrai. Parce qu'on parle de mandat, de 2 mandats de 5 ans chacun. Voilà, c'est ce qu'ils disent est vrai. Il y a même cette durée qu'il faudra peut-être voir. Pourquoi pas passer au septennat? Ce serait plus réaliste d'avoir des septennats. Ce n'est pas assez long, 7 ans pour diriger. C'est 7 ans pour mettre en place une vision, pour mettre en place un cadre pragmatique, programmatique, viable et fiable. C'est un travail, ça demande quand même un certain temps pour placer tous ces éléments-là. Donc en allant sur des quinquennats, ça nous met dans il ne faut pas commettre l'erreur de l'Occident. Ça nous met dans les mêmes dispositions que l'Occident. L'Occident, tous les 5 ans, ils doivent renouveler leurs dirigeants. Et vous voyez, à la va-vite, comment ça se fait généralement. À la va-vite, on va vous cueillir un inexpérimenté, un politique qui n'est pas mature, quelqu'un qui a fait à peine 2 ans de pouvoir, un peu comme le patron de la jeune française, Emmanuel Macron, et on vous le met à la tête de l'État. Et quelqu'un qui est tenu par les États-Unis, qui finalement ne sert que leurs intérêts, qui vient vous détruire votre économie, vous détruire votre tissu social, détruire tout ce qui a été construit chèrement par les autres, par les prédécesseurs. Donc, si on entre dans cette course au remplacement de 5 ans, on pourrait aussi avoir des problèmes comme les régimes des libéraux d'Occident sont en train de connaître. Vous savez, c'est dans le remplacement de leur exécutif que se pose une grande partie du problème. Les très bons dirigeants qu'ils ont eu par le passé sont aujourd'hui mis à la touche et c'est les médiocres qui émergent maintenant. Il ne faut pas croire que c'est parce qu'on a parfois en Afrique 300 candidats à l'élection présidentielle que forcément dans cette liste-là, il y a même 10 personnes qui peuvent se dégager comme étant pertinentes. Vous avez parfois beaucoup qui sont juste des figurants et qui ont des enjeux personnels qu'ils mettent dans la candidature. Donc, allez croire que tous les 5 ans, on va toujours courir à organiser l'élection, à recommencer le processus, c'est un peu rentrer dans le jeu occidental. Nous pensons que à ce niveau, il faut effectivement que le CNT revienne là-dessus. Il faut asseoir le pouvoir avec un peu plus de stabilité. Le septennat, ce serait réaliste. Et la question de la limitation des mandats pourrait revoir. Ce n'est pas parce qu'avec la disposition qui est très intéressante, ces dispositions sur la capacité de destitution du président, c'est un contrôle parlementaire qui peut être complémentaire à un mandat illimité. Donc avec ça, c'est-à-dire que le président serait destitué. Il peut être destitué à tout moment et puis il a un mandat illimité. Il peut ne pas faire ces 2 mandats, mais dès lors qu'il ne répond pas aux desiderata du peuple. Tout à fait. Surtout que la même Constitution a un article qui reconnaît le droit de désobéissance civile. Donc il y a tous les mécanismes pour que le contrôle citoyen soit assuré, pour que le contrôle parlementaire soit assuré, pour que la question de la légitimité, quand elle se pose, elle puisse aboutir à une nouvelle élection. Alors la question de la limitation devient elle-même caduque. Monsieur Batenguel, je voudrais que nous restions sur ce pouvoir législatif avec, bien sûr, l'apparition d'un parlement bicaméral du côté du Mali. Si jamais ce projet de la nouvelle constitution est adopté, l'Assemblée nationale va donc devoir partager son pouvoir avec désormais le Haut Conseil des Nations, où nous retrouverons pratiquement les légitimités traditionnelles. Quel pourrait être le rôle des légitimités traditionnelles dans l'exercice du pouvoir législatif avec cette nouvelle nomenclature? Il y a peut-être un contrôle culturel
de la loi, un contrôle de conformité avec les aspirations culturelles du peuple profond du peuple malien, ou des peuples maliens, parce qu'il y a plusieurs peuples à l'intérieur du Mali, et d'apporter cet ancrage local à la loi pour qu'elle ne soit pas seulement un mimétisme béat de l'Occident ou un mimétisme béat d'un ailleurs, ce soit quelque chose qui est un contenu propre. À ce niveau, nous disons aussi que on aurait pu avoir, et on va voir ce que ça produira. C'est quand même, on en est au début. Si le CNT n'oppose pas d'amendement à ce niveau et que c'est validé, on verra bien dans la pratique les performances ou l'amélioration du travail parlementaire avec cette institution. Parlons cette fois d'une mesure drastique, l'un des changements majeurs observés donc dans ce projet de nouvelle constitution du côté du Mali. On parle bien sûr de la fixation du nombre des membres du gouvernement, c'est-à-dire c'est réduit au maximum. On passe désormais à 29 membres du gouvernement, une réduction drastique. Encore là, il y a cette volonté affichée aujourd'hui où on ne voudrait plus des personnes qui ne foutent rien, qui sont là de façon inutile. Oui. Dans la reprise de l'historicité du Mali, ça c'est une avancée considérable, elle est notoire. Il faut noter que dans la gestion d'un État, les ministères essentiels n'excèdent jamais 20, parfois ils n'atteignent que 15. Vous avez l'économie, les finances, la santé, l'éducation, la défense, la sécurité intérieure, les relations extérieures, les affaires sociales, la culture. Quand vous prenez le sport, quand vous prenez tous ces secteurs-là, vous n'arrivez pas à la pléthore qu'on a souvent observée. Il faut noter que c'est pour sortir définitivement là, c'est une disposition qui nous sort d'une politique du ventre. Le ventrisme commence à être en difficulté parce que tous ceux qui ont mis parfois l'espoir dans le fait qu'ils vont constituer des gouvernements bateaux avec une pléthore de courtisans qui seront ou de personnalités qui seront récompensées au sens d'un gâteau à partager, ce genre d'aventurier n'aura plus sa place avec cette constitution parce que l'effectif gouvernemental est immédiatement réduit. C'est vrai que on peut vous mettre 29 ministres, mais vous avez aussi les secrétaires d'État qui ont rang de ministre. Est-ce que ce sera limité à ce niveau? Parce que ceux qui ont cette gestion basée sur le ventre, sur la politique du ventre, parfois ils gonflent les effectifs à tous les niveaux. Ils peuvent le faire avec les secrétaires d'État qui ont rang de ministre. Donc il faudra à ce niveau que le Conseil national de transition revienne sur le verrou qui peut compléter la question des secrétaires d'État. Pas seulement les ministres, les secrétaires d'État, ou du moins toutes les personnes qui peuvent être considérées comme des ministres ne devraient pas excéder 29. Parce que là, c'est une disposition qui va permettre de primer les gens compétents, de promouvoir la compétence, de mettre la bonne personne à la place qu'il faut. Et vous pensez que son implémentation pourrait être effective au regard du contexte au Mali? Parce que c'est pratiquement une première, avoir un gouvernement avec seulement 29 ministres. Oui, c'est même important d'avoir ça parce que avec une telle disposition, vous limitez le potentiel de gabegie et dans la gestion. Gabegie financière et tout ce qui suit avec. Vous limitez. Et vous tuez aussi plusieurs poches de clientélisme. C'est très important d'avoir cette limitation. Monsieur Jonathan Batengene, nous allons parler d'un critère spécifique qui a également été relevé par la commission de la rédaction du projet de la nouvelle constitution. Ce critère qui concerne directement le président de la République, ou du moins devrais-je dire le futur président de la République du côté du Mali,
qui devraient en principe être âgés entre 35 et 75 ans au maximum, ne possédant aucune autre nationalité. 35 ans au minimum, ça c'est ce qui est fixé comme barème aujourd'hui. C'est également une façon d'intéresser la jeunesse malienne à la chose politique. Oui, mais 35 ans, c'est bien parce que c'est jeune. Il y a des gens qui ont déjà une certaine expérience à 35 ans. Mais il faut bien qu'en Afrique, on évite de rentrer dans les mimétismes de l'Occident. Parce que on peut certes regarder dans notre histoire et voir que Lumumba, qui était l'un des tout jeunes premiers leaders d'Afrique, c'était le tranche d'âge, c'était 33 ans jusqu'à 35 ans. Oui, à ce niveau, on peut se dire que c'est pertinent de limiter à 35 ans. Mais ne priorisons pas le jeunisme. Parce que c'est avec le jeunisme que l'Occident a été happé par les États-Unis. Pourquoi on a fait croire aux nations européennes que plus votre dirigeant est jeune, plus la dynamique démocratique est performante chez vous. Alors que non. Le jeune, généralement, qu'on amène aux affaires, c'est un individu qui n'a pas l'expérience et qui ne maîtrise pas les mécanismes de manipulation dans lesquels il est lui-même engagé. Il faut laisser un peu de temps aux gens d'apprendre de leur expérience, de gagner en expérience et de voir à quel niveau, comment est-ce qu'ils peuvent contribuer véritablement à la bonne marche de leur pays. 35 ans, c'est juste, c'est vraiment juste, même si, bon, pour nous, on pense qu'ils auraient pu monter un peu plus et de se dire, on va se donner des chances à ce niveau. Ne pêchons pas dans les erreurs de l'Occident. Les Trudeau, Macron, tous ces jeunes qu'on a mis, les jeunes présidents et premiers ministres d'Occident, vous voyez dans quoi ils ont foutu leur pays. C'est pas une situation qui encourage. Parce que la fonction de président, c'est une fonction assez sérieuse. C'est une fonction qui vous engage à porter les destinées d'un pays. Et dans le cadre d'un exercice, de l'exercice tout à fait rigoureux du pouvoir, il faut qu'on s'assure que ce soit les meilleurs qui y accèdent. Bon, ils ont limité à 75 ans. C'est vrai que l'espérance de vie s'étant élevée au niveau mondial et particulièrement au niveau de Mali, on peut comprendre cette limitation du plafond à 75 ans. Parce qu'à cet âge, on a encore la capacité de réfléchir. Un vieux en Afrique, aujourd'hui, à 80 ans, il a encore les capacités, ses pleines capacités, il peut encore se mouvoir et accomplir plusieurs choses. J'ai tenu à ce qu'on s'attarde sur ces 35 ans qui sont évoqués, M. Batengene, parce que nous avons suivi de près la situation du côté du Burkina Faso avec le cas du jeune capitaine Ibrahim Traoré. À un moment, les généraux de l'armée ont failli ne pas la doubler à cause justement de ce critère-là, ce facteur d'âge-là qui revient, parce que rappelons-le, le capitaine Ibrahim Traoré du côté du Burkina Faso, le président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, est âgé de 34 ans. Et on se rend compte que c'est une question qui revient avec insistance lorsqu'on parle des dirigeants africains. On estime parfois qu'ils sont un peu trop jeunes pour diriger. Chez nous, on a un complexe, ce complexe-là qui voudrait que ce soit les personnes les plus âgées qui aient forcément de l'expérience et qui soient mieux rompues à la chose politique. Diriger, ce n'est pas diriger l'État. Vous pouvez diriger le Media for You, et vous êtes toujours un dirigeant. La direction d'une entreprise, la direction d'un département, la direction d'un groupe, d'une association, c'est différent de la direction d'un État. Il y a des responsabilités particulières que vous assumez en tant que chef d'État. Et il faut se donner le maximum de chances de bien mener, de bien porter cette mission. C'est pourquoi il faut parfois avoir dirigé plusieurs groupes, avoir fait ses preuves, pour prendre la responsabilité, parce que vous devenez le garant de l'avenir de plusieurs générations et puis du présent de plusieurs autres. Donc à ce niveau-là, l'âge est un critère important. Non pas
pour évaluer votre âge par rapport à celui, le comparer à celui de vos compétiteurs, Oui. mais dans le cadre où vous avez maximisé en expérience positive dans beaucoup d'autres secteurs. C'est ça. C'est ça la pertinence du critère âge. Bon, pour revenir au capitaine Ibrahim Traoré, il y avait péril en la demeure. C'est différent. C'est différent. C'est une situation exceptionnelle. Oui. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous avons soutenu nous soutenons tout à fait le fait qu'il soit désigné président de transition au Burkina Faso. Il y avait péril en la demeure. Imaginez-vous quand De Gaulle prend le pouvoir. De Gaulle aussi était jeune. Quand il décide d'aller, quand il est coopté par Churchill en Angleterre pour faire sa déclaration, il était très jeune. Donc, on aurait pu dire, oh, ce petit qui va être le résistant, on veut un vieux général un peu plus capé. Donc, dans des situations particulières, il y a des prises de position particulières qu'on peut adopter. Mais ça ne veut pas dire que la vie est une succession de situations particulières. La vie a un moment où c'est normal. Et donc, dans le cadre des élections, dans le cadre d'un État stable, on doit avoir un processus de fonctionnement qui soit différent que dans les situations exceptionnelles. C'est ça qui fait surtout la particularité des situations exceptionnelles. C'est qu'à ces moments-là, on adopte des options qui ne sont pas courantes, qui ne sont pas quotidiennes. Donc, dans le cas burkinabé, c'est une réalité. Il faut, dans cette situation exceptionnelle, adopter un caractère exceptionnel. Il faut choisir un méritant exceptionnel. Et là, cette situation-là a infanté du capitaine Ibrahim Traoré, qui est là à la pointe pour gérer ce pays. On ne dit pas que c'est parce qu'il a engrangé trop de succès dans sa vie, mais au moins, il a des dispositions actuelles qui rassurent sur son intégrité et son potentiel de porter, de sortir l'État burkinabé de la situation de quasi-faillite dans laquelle l'ont entraîné les précédents dirigeants. Donc lui, c'est ça la différence. Par contre, le Mali est en train de sortir de la situation exceptionnelle. L'adoption de cette nouvelle constitution clarifie le processus de normalisation, ou du moins sanctionne le processus de normalisation. Quand le colonel Assimi Goïta va rendre son tablier, il va rendre son tablier en posant sur la table cette nouvelle constitution comme étant le fruit de son travail. Donc c'est différent. Il aura accompli sa mission vis-à-vis du peuple malien. C'est quelque chose de différent. Et certainement aussi, le président Traoré, quand il va terminer avec cette transition, il va remettre une nouvelle constitution au Burkinabé en guise de travail bien accompli pour la nation. Donc c'est différent. Ce n'est pas des situations tout à fait comparables. Merci à vous, Monsieur Batengene. Nous rappelons bien sûr que dans les prochains jours, ce texte qui ouvrira la porte à la 4e République sera adopté donc par le Conseil des ministres avant d'être soumis au Conseil national de transition. Des élections référendaires sont prévues pour le 19 mars 2023 pour son adoption définitive par le peuple malien. Parlons, M. Batengene, rassemblons tous ces éléments que vous venez d'ailleurs d'éluder. Nous avons parlé du pouvoir exécutif, nous avons parlé du pouvoir judiciaire et même de beaucoup d'autres choses. Au regard de tout ce que nous avons évoqué, passant bien sûr de l'âge du futur président de la République du côté du Mali, ou encore la limitation de mandat. Aujourd'hui, on parle de 2 ans, de 2 mandats de 5 ans chacun. Nous avons parlé du Parlement qui passe donc d'une chambre à 2 chambres. Au regard de tout ce que nous venons de poser sur la table, M. Batengene, vous pensez que ces éléments-là aujourd'hui pourront satisfaire le Malien lambda qui est en train de nous suivre, ou alors qui suit de près la situation de son pays? C'est ça aussi la pertinence de ce référendum qui sera organisé. Parce que le présumé, là maintenant, c'est un peu lié dans une boule de cristal. Cependant, il faut... Une chose, c'est de le soumettre, une autre, c'est de pouvoir le vendre au peuple. Parce que ça, au c'est final, le travail. C'est le peuple qui aura son mot également à dire là-dessus.
ce sera le travail du gouvernement et toute l'équipe de campagne qui sera consacrée lorsqu'il faudra faire la publicité de cette nouvelle constitution dans sa version finale devant le peuple. Cependant, il faut regarder les desiderata des populations dans les différentes manifestations de soutien au pouvoir de transition. Et quand vous regardez cela, vous retenez une chose. Les populations demandaient que la Constitution reflète davantage leurs aspirations actuelles. Et parmi leurs aspirations, il y avait cette volonté de contrôler l'action du président de la République. C'est une disposition qui était absente. Lorsque vous voyez la façon dont Mbandao, puis Mbandao et l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta ont été évincés du pouvoir, il y avait un manque d'éléments qui permettaient de contrôler l'action du président à un certain niveau. Il y avait également ces dispositions qui étaient de la capacité de dissoudre l'Assemblée, qui donnaient les pleins pouvoirs au président de faire ce qu'il veut, d'agir en toute forfaiture. Mais là encore, il y a un souci avec cette mesure, M. Batengene, la capacité pour le Parlement de pouvoir destituer le président. Quand vous vous retrouvez dans un Parlement où la majorité des députés sont à l'image, par exemple, du parti au pouvoir, vous faites comment en ce moment-là? Oui, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont pas des aliénés. C'est encore des membres du pouvoir, de la population. Et puis, c'est aussi une très bonne disposition parce que si les membres, ça montre l'indépendance et la capacité de prendre parti pour le peuple de ces populations, de ces députés. Et puis, ce n'est pas le seul élément. La même constitution prévoit que légalise la désobéissance civile. C'est désormais un droit pour le Malien de désobéir, c'est-à-dire les Maliens peuvent dire nous n'allons pas au travail, nous n'allons pas prendre les bus, nous n'allons pas faire ci, ce n'est plus illégal. C'est des dispositions qui sont désormais constitutionnelles. Il y a la langue Bambara qui va devenir la langue nationale. C'est également une disposition constitutionnelle qui sera elle aussi une disposition qui va permettre davantage au peuple malien de se sentir à l'image de ces institutions. C'est ça, c'est ce travail de correspondance identitaire et culturelle que le peuple avait demandé, qui a été pris en compte dans la rédaction de cette nouvelle constitution. Et cette réécriture montre que le peuple malien est entré dans un nouveau contrat social. Un nouveau contrat social qui va déboucher sur une nouvelle société malienne. Une société malienne plus confiante en elle-même, plus confiante en ses capacités créatrices et productrices, et donc plus compétitive au niveau international. C'est ça le travail qui est en train d'être fait derrière cette constitution. Il y a ces éléments que le peuple voulait voir et le peuple a réclamé pendant longtemps, mais qu'on ne retrouvait pas au niveau du leadership malien. C'est un travail de réconciliation profonde que le président Assimi Goïta est en train de réaliser avec toute son équipe dans le cadre de la réécriture de cette constitution. Et nous pensons que nonobstant les remarques qui ont été faites pendant les précédentes minutes, les autorités et l'ensemble des parties prenantes qui vont peaufiner ou bien raffiner le document dans les amendements qu'ils vont proposer, on va aboutir à une forme finale beaucoup plus ressemblante aux aspirations et à la pertinence des propositions maliennes aujourd'hui dans le monde. Ça c'est sûr et certain. Attendant également l'adoption de ce projet de la nouvelle constitution par voie référendaire. Ça sera le 19 mars 2023. Nous allons ressortir par là, M. Batengene. Nous allons vous demander votre avis sur la façon dont la transition est aujourd'hui dirigée du côté du Mali. Si vous venez à l'esprit de faire un bilan, nous sommes pratiquement à mi-parcours. On parle d'un retour à l'ordre constitutionnel au mois de février 2024, juste après bien sûr l'adoption de cette nouvelle constitution-là. Quelle est l'image que vous portez aujourd'hui sur la transition du côté du Mali? C'est une image positive. Ils sont arrivés, le Mali n'avait que 40% de son territoire qu'il contrôlait. L'État malien est remonté aujourd'hui
On parle de 80% du territoire qui a été reconquis. C'est phénoménal. Ils ont doublé. Carrément, ils ont fait dans l'inverse ce que Damiba a fait au Burkina avec les terroristes. C'est-à-dire, eux, ils ont repoussé dans le double de la proportion un territoire qu'ils contrôlaient. Et de l'autre côté, Damiba a reculé dans le double de la proportion que les terroristes contrôlaient. Ils sont en train de livrer une bataille acharnée contre les terroristes. Et nous saluons l'action des FAMA dans l'opération Kélétigui et dans toutes les autres opérations contre les groupes armés terroristes. Nous saluons tous les commandants dans toutes les zones qui sont actuellement au four et au moulin contre ces terroristes, surtout ceux qui ont la lourde mission de repousser cette horde de criminels venus de la frontière nigérienne en direction de Ménaka et de Gao des Salites. Donc ils vont réussir leur pari. Ça, c'est déjà une option forte qu'ils ont imprimée. Ça veut dire quoi? Pour qu'on en arrive là, il a fallu qu'on gagne la bataille sécuritaire ou la guerre sécuritaire. C'était ça la priorité. C'était ça la priorité. Et elle est en train d'être gagnée. Et les autorités maliennes ont réussi aussi quelque chose. Nous avons toujours plaidé en faveur de ce que la souveraineté des États africains se fera avec une militarisation accrue, un accroissement des capacités militaires de nos armées. Ils ont compris le message et ils ont travaillé dans l'accroissement des capacités militaires. Seulement, nous disons que pour l'instant, on est encore dans le registre des armées de seconde zone, même pas de seconde zone, des armées du tiers-monde. Il faut que l'armée malienne rentre dans le cadre des armées les plus compétitives actuellement dans le monde, exactement comme l'armée algérienne. C'est-à-dire qu'au lieu que d'avoir des Sukhoi 25, un Sukhoi 25 et plusieurs Albatros qui sont des avions d'une certaine époque, il faut que les aéronefs dont se dote l'armée malienne, exactement comme ils ont fait avec l'acquisition des Mi-35, il faut avoir des chasseurs, par exemple des MiG-31, des Sukhoi 27, des Sukhoi 30, des Sukhoi 34, des chasseurs qui peuvent permettre d'avoir une certaine pertinence dans la sous-région et de dissuader toute tentative de déstabilisation de son pays. Il faut une montée en puissance encore de l'armée malienne, pas seulement, mais aussi de toutes les armées africaines. Ça a toujours été notre discours. Et nous réitérons un appel. Les autorités maliennes peuvent solliciter auprès des Russes, parce qu'ils ont aujourd'hui les coups des franges, peuvent solliciter auprès des Russes la construction de centrales nucléaires. Parce que pour compenser les déficits énergétiques au Mali, il faut, et pour appuyer l'industrialisation du Mali, contrairement à ce qui se fait en Occident, eux ils n'ont pas d'uranium, le Mali en a, on peut miser sur le nucléaire au Mali. Il faut des centrales nucléaires au Mali. Et au moins dans la construction de la première centrale, il y a l'expertise. Nous avons toujours dit, et nous le répétons, il y a une compétence qui panafricaniste avérée, les Maliens le connaissent très bien, le professeur Mbelek. C'est une compétence qui pourrait être mobilisée dans le cadre d'un projet nucléaire de l'État malien et qui pourrait constituer autour une équipe assez performante. D'ailleurs, il a une très bonne connaissance du Mali et je sais qu'il travaille avec beaucoup d'étudiants maliens qui font physique, astrophysique, d'autres sont même dans des filières mathématiques et il encadre des travaux. Je vois les efforts qu'il commet. Il pourrait être sollicité dans ce cadre-là. Les autorités maliennes devraient davantage travailler dans la montée en puissance de leur dispositif militaire. Le continent africain, moi je ne suis pas de ceux qui pensent que c'est à force de pleurnicher que nous allons être pris au sérieux. Non. Les autorités maliennes ont déjà montré que ce n'est pas en pleurnichant qu'ils ont été pris au sérieux, c'est parce qu'ils ont eu les armes qui ont dissuadé les adversaires et les partenaires qui ont dissuadé l'armée française que cette dernière a quitté le territoire malien. Parce qu'ils ont vu qu'en face, il y avait les Russes, qu'il y avait les armes qui accompagnaient. Ils ont vu que les Algériens ont abattu leurs hélicoptères. Ils ont décampé. Ils ont compris qu'ici, il y a un danger. Et c'est ça, la véritable puissance dans le cadre des relations internationales.
C'est-à-dire de s'entourer des partenaires vraiment fiables qui peuvent vous apporter ils doivent être fiables, mais il faut soi-même se doter de l'industrie qui fabrique ces armes. Il faut que le Mali rentre dans ce jeu. Le Mali doit le faire. Le Mali a cette responsabilité historique. Le Mali a ce devoir, cet impératif qui s'impose à lui pour être sûr que les phénomènes de déstabilisation soient une vieille histoire, une histoire passée qui va rentrer aux oubliettes. C'est ça l'avenir du Mali. Si les Maliens veulent vraiment sauvegarder leur révolution, il leur faut accroître encore leur potentiel militaire. Nous le répétons, le nucléaire en Afrique est important. Nous avons toujours dit, il faut qu'un pays africain se dote de l'arme nucléaire. Si au Cameroun, c'est des patriotes qui ont le pouvoir, je ne cache pas ce souci de voir le Cameroun doté de l'arme nucléaire. Mais le Mali peut le faire aujourd'hui. Le Mali a les moyens de développer son propre programme. Le Mali ne devrait pas avoir peur. Ils ont vu les bienfaits de l'embargo. L'embargo, ça leur a fait aussi beaucoup de bien. Ça leur a permis de se découvrir. Eh bien, qu'ils n'aient pas peur, qu'ils continuent dans cette lancée. Et ils ont des hommes de poigne, des hommes d'autorité, des hommes de confiance intègres comme le président Assimi Goïta, comme le ministre Diop, comme le ministre Maïga, comme le ministre Cissé et tous les autres ministres autour d'eux. C'est des gens, le ministre Camara, c'est des gens qui sont sérieux, qui ont une intégrité, qui savent ce qu'ils veulent et qui ont la parole, qui ont la parole d'honneur. Ces hommes-là peuvent réaliser ce genre de projet. La Corée du Nord ne l'a pas fait avec 100 dirigeants. Ils l'ont fait avec un dirigeant, dont le fils aujourd'hui est au pouvoir. C'est vrai que ça ne fait pas beau du point de vue dans les questions esthétiques de pouvoir, mais dans les questions de fond, vous comprenez qu'il y a une efficacité. La Corée du Nord est redoutée, la Corée du Nord a ses technologies, la Corée du Nord a sa dynamique, et la Corée du Nord, c'est une puissance qui compte dans ce monde. C'est ça la vraie pertinence pour les États africains. Et le Mali peut rentrer dans ce concert-là. Merci à vous, Monsieur Batenguene. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous dans le cadre de cette émission du Point sur l'actualité. Merci. C'est toujours un plaisir. Merci également à vous d'avoir été nombreux. Je le vois sur mon petit moniteur. Vous étiez nombreux, notamment sur notre page Facebook, une fois de plus. Merci à vous qui nous avez suivis en relais sur la 96.3 FM pour ce qui est bien sûr de For You Radio dans la ville économique du Cameroun, Douala. Merci à vous, chers téléspectateurs, sur For You Télévision. Les programmes se poursuivent sur la meilleure des télévisions, celle qui porte une vision différente sur le monde, avec dans une poignée de minutes le grand journal, une présentation de Bigoudi Madoné.